D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je remercie vraiment les organisateurs et l'UNIOPS pour leur invitation. En tant que défenseur des droits, les liens avec vous sont importants. Et puis je pense évidemment à mon passé à ATD Quart Monde où les liens avec l'UNIOPS étaient aussi très fréquents. Et vous connaissez mon attachement au rôle de la société civile dans la vie de notre société. Et je trouve que c'est des moments importants pour le rappeler. Ces 2 journées d'échange, elles rappellent l'importance des associations qui, à travers plusieurs millions de bénévoles, 1,8 million de salariés, maille en fait l'ensemble du territoire national. Elle est indispensable pour promouvoir et défendre les droits des personnes et aussi pour construire du commun. Et pourtant, comme vous l'avez dit à l'automne dernier, ça ne tient plus. Ça ne tient plus, non pas simplement par manque d'argent, non pas par manque d'engagement et de bonne volonté, je dirais au contraire, ça tient grâce à ça. Ça ne tient plus en raison du report de charges de certains services publics eux-mêmes en difficulté et des réductions de financement aux associations, comme si ces dernières étaient finalement des facteurs d'ajustement budgétaire et non des moteurs de cohésion sociale. Et ça ne tient plus alors que depuis des décennies, les pouvoirs publics tentent à contractualiser l'assistance aux plus vulnérables à des bénévoles parallèlement à un désengagement de plus en plus croissant. Ça ne tient plus enfin alors que le débat public semble se rétracter sous des formes d'autocensure nourries par un encadrement plus strict de la parole associative, en particulier depuis la loi du 24 août 2021 sur les principes républicains. Je le redis devant vous, oui, l'État n'a aucune obligation de financer les associations et peut légitimement définir les règles d'octroi et de suivi des subventions, mais ces évolutions doivent respecter la liberté associative, principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui sont un des éléments de la démocratie. Et face à ces difficultés nouvelles qui se posent de plus en plus pour vous, l'institution du défenseur des droits peut constituer un outil, un recours, qu'il s'agisse de refus de financement, qu'il s'agisse de refus d'accès à des infrastructures liées entre autres à des prises de position. L'engagement et l'action associative ne peuvent pas perdre du terrain. J'ai conscience des difficultés traversées par de nombreuses structures, en particulier dans le domaine des solidarités et de la santé, et le travail de l'UNIOPS comme des associations qui la composent est essentiel pour la collectivité. Il l'est aussi, et je tiens à vous le dire, pour éclairer l'institution du défenseur des droits sur les difficultés de la société civile, des corps intermédiaires, à travers des comités d'entente que je réunis sous différentes thématiques et dont vous êtes d'ailleurs membre. Je salue par ailleurs la présence de l'UNIOP à celui qui est dédié aux questions de précarité que j'ai souhaité créer sous mon mandat. Le combat pour le respect des droits n'est pas qu'affaire de justice, c'est aussi une question de pratique quotidienne pour faire vivre nos principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Des principes qui s'incarnent lorsque des bénévoles ou des agents publics prennent le temps d'expliquer des procédures à des personnes en difficulté, lorsqu'un enseignant apprend à ses élèves à nommer les injustices, lorsqu'un employeur garantit la non-discrimination dans ses recrutements et dans tout le parcours de ses employés. Et aujourd'hui, le défenseur des droits constate jour après jour l'écart entre le droit tel qu'il est inscrit dans nos textes et son effectivité. Et nous le savons tous ici, cet écart mine la confiance envers nos institutions et envers la démocratie. L'action du défenseur des droits s'ancre de plus en plus dans des réalités concrètes, celles de plus de 165 000 réclamations que nous avons reçues en 2025. C'était 100 000 quand je suis arrivée en 2020, donc une très forte augmentation qui dit quelque chose des difficultés d'accès aux droits, parce que j'ai du mal à croire que ce soit la notoriété de l'institution qui augmente, on sait encore qu'elle est faible. Nos réclamants ressentent année après année l'éloignement des services publics, la persistance des discriminations lorsque les enfants sont considérés comme objets de droit et non comme sujets de droit. Leur confiance envers les forces de sécurité s'érode quand ils sont confrontés à des manquements déontologiques. Et lorsqu'ils souhaitent protéger l'intérêt général en lançant une alerte, ils craignent les représailles. Le défenseur des droits les protège, d'abord en privilégiant la médiation, pour que cela se maintienne. Dans les 165 000 réclamations, dans 80% des cas, nous partons en médiation. Et je salue là-dessus notre réseau de 650 délégués bénévoles qui rendent cela possible. Vous en connaissez certains.
Et lorsque la médiation n'est pas possible, vous le savez, nous enquêtons grâce à de forts pouvoirs d'enquête que la loi nous a confiés. Et après, on formule des recommandations. On n'est pas la justice, on n'a pas de pouvoir de contrainte. Un mot juste sur les médiations. Je vous ai dit que dans 80% des cas, on partait en médiation, qui aboutit dans les 3/4 des cas. Donc, au concret, dans le concret de tous les jours, on résout un certain nombre de difficultés. Notre travail se fonde également sur la promotion des droits et des libertés, c'est-à-dire la conduite d'études, de travaux de recherche, de rapports, d'avis au Parlement. C'est important de redire que l'institution, elle a certes 5 domaines de compétences, que sont les droits d'usagers de services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants. On est l'organe externe du contrôle, la déontologie des forces de sécurité et la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc on traite les réclamations, on protège les droits dans ce domaine, mais on est chargé aussi de promouvoir les droits et les libertés. C'est quand même bien que le législateur a pensé dès le début qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Les difficultés d'accès aux droits concernent particulièrement l'accès aux services publics. Et dans les facteurs de défiance, et donc je vais répondre à votre questionnaire de tout à l'heure, les facteurs de défiance qui fragilisent notre cohésion sociale, évidemment, moi je réponds que c'est la difficulté d'accès aux droits, mais parce qu'en répondant à la montée des précarités, les précarités augmentent parce qu'il y a des difficultés d'accès aux droits. Donc en fait, en répondant dans les deux, on a raison dans les deux cas. Mais vraiment, l'augmentation de la pauvreté et de la précarité est liée aux difficultés d'accès aux droits. Depuis plusieurs années déjà, vous savez que l'institution alerte sur l'éloignement progressif des services publics d'une partie de plus importante de la population, avec des guichets qui ferment, des délais qui s'allongent, des démarches qui se complexifient et des non-réponses des services publics. Ce phénomène est évidemment aggravé par la dématérialisation. Entendons-nous bien, moi je ne critique pas le principe de dématérialisation des démarches, mais quand ça devient la seule entrée dans le service public, c'est quelque chose qui n'est pas possible et ça ne devrait pas être possible. On l'a vu de façon très concrète sur MaPrimeRénov', intégralement dématérialisée avec les difficultés, et on le voit en ce moment sur un grand nombre de titres de séjour sur l'ANEF. J'imagine que vous y êtes régulièrement confrontés, on est assez effrayé de ce qu'on observe. J'avais envie de vous dire un mot. On voit des difficultés, nous, on est un bon observatoire des difficultés d'accès aux droits et d'accès aux services publics, mais on ne voit pas tout, donc on fait mener des enquêtes, et on a fait mener une enquête accès aux droits, qui est une enquête Ipsos sur plus de 5000 personnes, donc du solide, et je voudrais vous donner 3 chiffres sur la question justement des droits des usagers de services publics. Plus de 6 usagers sur 10 rencontrent des difficultés à réaliser des démarches administratives. C'était 4 sur 10 en 2016, donc une aggravation. Moins d'un usager sur 2 dit être en capacité de faire des démarches numérisées seul. On est bien au-delà des personnes âgées, des précaires et des étrangers. Et d'ailleurs, on a le même taux en difficulté sur les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans. Et enfin, une personne sur 4 déclare avoir déjà renoncé à faire une démarche ou abandonné une démarche pour un droit auquel elle pourrait avoir accès à cause de cette complexité. Vous voyez bien pour l'instant l'absurdité de se concentrer sur la fraude quand on est sur du non-recours aussi important. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la fraude, mais c'est pas... Voilà. Je pense que... Oui, j'avais pas tellement de doutes sur le fait qu'on était d'accord. Voilà. Et ces évolutions, évidemment, qu'elles produisent une relation administrative plus distante, parfois totalement illisible, ça provoque des ruptures de droit. L'usager doit pouvoir choisir son mode de contact avec les services publics, adapté à sa situation, et en changer aussi s'il en exprime le besoin. Et ça suppose de simplifier les démarches, de rendre les interfaces compréhensibles, de garantir le droit à l'information, de renforcer l'accompagnement, évidemment notamment numérique pour les publics qui en ont besoin, et de garantir la possibilité d'un échange humain à chaque étape du processus. En somme, la modernisation ne doit pas rimer avec l'éloignement. À défaut, c'est un sentiment d'abandon bien réel qui s'installe. Et ces difficultés ne touchent pas les territoires de manière uniforme. Les communes rurales sont fortement touchées, la dégradation y est encore plus marquée. L'enquête auquel je faisais référence montre que
21% des habitants des communes de moins de 2000 habitants déclarent rencontrer souvent des difficultés face aux services publics, c'est 15% en population générale. Et ces écarts s'expliquent par un accès plus limité au numérique, des difficultés à joindre un interlocuteur et surtout la disparition progressive des guichets de proximité. Et quand je dis guichet, c'est la disparition de l'humain, le besoin de rencontrer quelqu'un à qui on peut exposer ses difficultés. Pour autant, il ne faut pas opposer les territoires ruralité contre banlieue, parce que nous observons, nous, institutions, avec nos délégués territoriaux et avec les réclamations qu'on a, les mêmes difficultés d'accès aux droits en zone rurale et en banlieue défavorisée. Ce sont les mêmes difficultés, l'accès aux soins, les questions de mobilité, d'accès aux études supérieures, d'accès à la culture, d'accès aux stages, banlieues défavorisées et territoires ruraux déshérités se rejoignent. En Outre-mer, les atteintes connaissent une ampleur particulièrement grave. Je pense évidemment à Mayotte, où des personnes sont par exemple éloignées du territoire sans considération de leur droit au retour. En Guyane aussi, et deux lieux où les difficultés d'accès à l'eau sont aussi assez considérables. Je salue à ce titre l'annonce par la France de l'extension de l'applicabilité de la Charte sociale européenne au territoire d'outre-mer à partir du 1er mai. Mais force est de constater que la marche est encore haute pour garantir l'égalité entre les territoires de la République. Alors dès lors, comment retrouver un sentiment d'appartenance ? Les difficultés d'accès aux droits ont des conséquences directes sur notre cohésion sociale, on l'a dit. Lorsqu'une personne ne parvient pas à faire valoir un droit, c'est la crédibilité de notre système qui, au fond, est atteinte. Et faute de répondre à ces dynamiques, les politiques publiques se tournent de plus en plus vers une logique de charité, à défaut d'assurer un véritable respect des droits, notamment des personnes vulnérables. La garantie du droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence passe aujourd'hui non pas par une revalorisation des minima sociaux, mais des subventions insuffisantes aux distributions alimentaires. Le droit, c'est inscrit dans notre Constitution, hein, le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, c'est quelque chose qui est dans notre Constitution. Le droit au logement opposable souffre du manque de logements sociaux et l'on préfère favoriser l'expulsion des occupants illicites par la loi avec pour conséquence des chiffres sans précédent. J'ajoute à ces tendances préoccupantes l'idée qu'il faudrait davantage conditionner l'accès aux droits pour raffermir la justice sociale. La lutte contre la fraude sociale, je vous l'ai dit, devient un axe prédominant au risque d'obérer le droit à l'erreur et de faire oublier une réalité majeure. Le non-recours concerne près d'un tiers des personnes pour le RSA et près de la moitié sur le minimum vieillesse. En matière de RSA précisément, les droits sont désormais conditionnés à des heures d'activité, fragilisant l'accompagnement comme le recours. Je crois qu'on ne mesure pas bien l'angoisse engendrée par ce type de loi chez les personnes concernées. Enfin, je pense que vous en mesurez évidemment la dimension, mais de façon générale. Et je pense également aux conditions de plus en plus restrictives pour accéder aux hébergements d'urgence, ce qui entraîne mécaniquement un nombre record de personnes dormant à la rue. Le problème n'est donc pas l'excès de droits, comme voudraient dire certains, c'est plutôt le non-accès aux droits. Et dès lors s'installe un ressenti néfaste exprimé par beaucoup. Oui, la défiance peut s'accentuer à mesure que grandit le sentiment d'être tenu à distance des institutions. Les droits ne sont pas un jeu à somme nulle, ou dit autrement, ce que l'on obtient serait retiré à un autre. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se calcule. Et monter les populations les unes contre les autres ne sert pas la République. Cette logique, elle alimente les fractures, les amertumes, affaiblit in fine notre capacité à faire société. Cette question d'accès au droit, c'est ce qui permet de faire société. Je suis absolument convaincue que le droit là-dessus est un baromètre important. Je crois fondamentalement que les difficultés d'accès au droit, comme les inégalités, affectent nos dispositions à l'égalité, notre pouvoir d'agir en commun. Elles entraînent le repli sur soi, là où il faut rassembler et entraîner l'engagement. Et cela remet directement en cause l'adhésion au cadre démocratique. Comment interpréter autrement que parmi les moins de 35 ans, selon le Cevipof, plus de 4 jeunes sur 10 sont d'accord avec l'idée que d'autres systèmes politiques sont aussi bons que la démocratie. Retrouver un sentiment d'appartenance partagée, remédier aux situations d'exclusion suppose au contraire de réaffirmer que les droits constituent un socle commun.
Cela suppose aussi de mieux associer les personnes concernées aux décisions qui les concernent, de faire vivre et d'éduquer une véritable culture des droits, de redonner toute sa place à la parole de chacun et de chacune. Et pour conclure, je dirais que le respect des droits est le socle de ce que l'État doit à chacun de ses habitants pour former une société solidaire où chacun puisse vivre libre, égal et digne. Et il est urgent d'agir pour transformer la promesse de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, en réalité concrète. Faire en sorte que le droit n'oublie personne, c'est contribuer à renforcer le lien entre les citoyens et les institutions, c'est remettre de la proximité à l'action publique, c'est faire de l'égalité une réalité vécue partout, tout le temps. Et là-dessus, je sais le rôle central que joue l'UNIOPS et les associations dans cette dynamique. Et je pense que les échanges depuis 2 jours le prouvent. Et je vous remercie.